Bienvenue dans ce webinaire présenté par Bien-être auto-immune. On est extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir pour parler des perturbateurs endocriniens et plus précisément de faire la chasse aux perturbateurs endocriniens en cas de maladie auto-immune. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances des substances chimiques qui sont présentes là, hop, des substances chimiques qui sont présentes dans notre environnement. Et aujourd'hui, on a la spécialiste qui est la docteure Isabelle Jondo, qui va nous parler de ce sujet. Les perturbateurs Bonsoir. endocriniens, bonsoir Isabelle, les perturbateurs endocriniens, ils sont importants dans le cas de l'auto-immunité. On a fait un webinaire à ce sujet aussi avec Laura, qui est également avec nous ce soir, Bonsoir, bonsoir. qui s'appelait Mieux vivre avec une maladie auto-immune, où on parlait justement des causes et des surcharges toxiques, des expositions aux toxines. Et donc, on est en plein dans le sujet et on va vous donner plus d'informations sur ces perturbateurs endocriniens. Comme je vous le disais, on est avec Isabelle Jondo, qui est docteur en pharmacie, qui est experte en dermocosmétologie et qui est également formée en aromathérapie, en phytothérapie et en micronutrition. Et donc, Isabelle est la spécialiste des perturbateurs endocriniens et elle va nous expliquer tout ça ce soir. Avant qu'on présente Isabelle, on va repartir un petit peu en arrière pour que je vous présente quand même Bien-être auto-immune. C'est important. On est la plateforme d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes. Notre mission, c'est de transmettre les clés vers la santé auto-immune et on le fait en vous partageant des webinaires, donc 2 webinaires par mois, avec une newsletter mensuelle. On a également un accès exclusif à notre bibliothèque BEAI, où on vous partage plein de ressources pour vous accompagner au mieux avec votre maladie auto-immune. On a des e-books gratuits aussi et plein d'actualités. Et on vous partagera également les liens directement pour télécharger nos e-books à la fin de ce webinaire. Qui se cache derrière Bien-être auto-immune? Eh bien, vous avez Laurane et moi-même. Et Laurane, je te laisserai te présenter pour nous partager ton parcours avec ta maladie auto-immune et nous expliquer comment tu en es arrivée à cofonder Bien-être auto-immune. Oui, avec plaisir. Euh, donc, je me présente quand même à chaque fois et à chaque fois, je dis, je vais quand même faire court. Si vous voulez en apprendre plus sur toute mon histoire qui est un petit peu longue, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Laura Nutrition. Mais c'est vrai que je vais aborder les grands points. Donc, j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2015. Et s'en est suivi quelques années de grandes souffrances, malheureusement, où j'ai été quand même pas mal au lit et restreinte de mes mouvements. Et je suis tombée sur la médecine fonctionnelle. Et c'est là que s'est ouvert tout un monde à moi. Donc déjà, j'ai retrouvé la santé. Donc j'ai suivi un protocole. J'ai été suivie par un médecin fonctionnel aux États-Unis, parce que j'ai déménagé aux États-Unis à ce moment-là, ce qui m'a quand même sauvée. Et j'ai développé, donc j'ai suivi tout ce protocole, des changements d'hygiène de vie, des changements alimentaires, la compréhension de la surcharge toxique et des perturbateurs endocriniens notamment. Et j'ai retrouvé la santé, j'ai pu retrouver une vie même mieux que comme avant, parce qu'au final, je me rends compte que j'étais pas forcément en très bonne santé, même avant d'être tombée malade. Et je suis maman de 2 enfants et je suis en rémission depuis 5 ans, sans traitement, sans symptômes, une vie tout à fait normale et pleine d'activité et de joie. Donc c'est chouette. Et donc j'ai décidé de reprendre mes études, de devenir nutrithérapeute. Je me suis spécialisée en santé intestinale. J'ai fait quelques certifications en plus, notamment en mycothérapie. Je suis devenue coach AIP, donc je suis des personnes et j'aide des personnes à mettre en place le protocole auto-immune. On en parle beaucoup chez Bien-être auto-immune. Et j'adore utiliser des tests aussi fonctionnels avec les personnes que j'accompagne, notamment des prélèvements de sel. Mon dada, c'est tout ce qu'il y a dans les intestins, donc toutes les petites bactéries, les bonnes et les mauvaises. Et c'est une vraie passion. Et donc voilà. Et donc j'ai décidé de fonder Bien-être auto-immune à la suite d'une vraie frustration, parce qu'au début je travaillais que aux États-Unis avec des personnes aux US. Et petit à petit, je sais même plus, c'était juste du bouche à oreille. J'ai commencé à travailler en France et j'ai réalisé à quel point on manquait d'informations autour de cette approche naturelle qui reste scientifique,
mais plus complète et plus holistique. Et il y avait très très peu d'informations autour du protocole AIP, autour de même juste le lien entre l'alimentation et les maladies auto-immunes. Donc j'ai commencé à vouloir communiquer un petit peu plus là-dessus. J'étais en contact avec quelques personnes, quelques coachs AIP aussi, qui avaient commencé à lancer ce projet BEAI et j'ai décidé de porter ce projet jusqu'ici. Et puis, nos chemins se sont croisés avec Anaïs et nous avons collaboré. Et maintenant, on essaye d'y apporter encore plus de ressources et d'énergie et de travail pour aider plus de personnes. Voilà. Merci beaucoup, Laurane. Et effectivement, j'ai rejoint Laurane dans ce super projet. Et pour vous partager alors très brièvement mon parcours avec ma santé, ce qui m'a amené aussi à faire aujourd'hui ce qu'on fait avec Bien-être auto-immune, j'ai développé une maladie auto-immune de la thyroïde qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. Et donc, ce parcours avec ma santé m'a amené à questionner ma vie, ma santé, mon approche aussi voilà, de la santé en général. Et ensuite, après, je me suis certifiée en santé intégrative, en naturopathie, en psychogénéalogie et en yoga. Aujourd'hui, je suis experte, mon expertise, elle est dans la santé hormonale et notamment les problématiques de la thyroïde qui affectent malheureusement aujourd'hui beaucoup de femmes et d'hommes aussi dans le monde, mais aussi la santé intestinale et aussi l'équilibre du système nerveux via les exercices somatiques, la respiration, qui pour moi sont deux solutions extrêmement importantes à intégrer à sa santé et à son quotidien pour retrouver l'équilibre. Et aujourd'hui, j'interviens principalement en entreprise. Je développe des projets de prévention santé et je fais aussi de la création de contenu autour de la santé pour continuer à construire la santé de demain et aider chacun à préserver notre plus grande richesse, notre santé. Et donc, nous avons la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir l'invité du jour qui est Isabelle Jondo, qui est docteur en pharmacie. Et du coup, Isabelle, je te laisse te présenter. Ok, merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Du coup, comme tu disais, Anaïs, je suis docteur en pharmacie. Dès le début, en fait, de mes études, j'ai tout de suite pris une orientation cosmétique parce que je trouvais ça beaucoup plus passionnant que le médicament. Et en fait, je trouve qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui manipulait énormément le côté créatif. Donc, je trouvais que la cosmétique me correspondait beaucoup plus parce que je savais qu'il y avait possibilité de faire énormément de choses en cosmétique et notamment en dermocosmétique, dans le sens que je suis moins efficace dans le make-up que dans les crèmes. Mais alors, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez sur les crèmes, les huiles, il n'y a aucun souci. Mais alors, le make-up, ça va être compliqué. Du coup, durant mes études, j'ai vu de la phytothérapie parce que c'est la base des études en pharmacie. Au tout début, on va dire, de mon entrée dans la vie professionnelle, j'ai découvert l'aromathérapie avec mon premier emploi. Donc, du coup, j'ai voulu me perfectionner en aromathérapie. Donc, j'ai fait une première certification. Notamment, au départ, je faisais la certification parce que moi, dans ma tête, l'aromathérapie n'était que en cosmétique puisque je la découvrais avec une entreprise qui l'utilisait pour faire des savons, des gels douche. Et durant ma certification, je me suis rendu compte que les huiles essentielles ne sont pas que en cosmétique, mais bien au contraire, on peut les utiliser dans la santé et le bien-être et avec ce rapprochement en phytothérapie. Donc du coup, à force de donner des conseils, parce que je suis sur les réseaux depuis très 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 longtemps maintenant, à force de donner des conseils sur l'utilisation des huiles essentielles, des huiles végétales, accompagner des personnes, je me suis rendu compte que on avait la bonne méthode pour l'application externe, mais qui manquait également le fait de prendre soin de soi à l'intérieur. Du coup, j'ai rajouté tout simplement une formation en micronutrition pour pouvoir accompagner en fait les personnes dans leur globalité. Et ceci, que ça soit sur le côté beauté ou également le côté bien-être. Et également en entreprise aussi, j'interviens dans des ateliers d'aromathérapie
notamment tout ce qui est stress, gestion du stress, le burn-out, booster son immunité, la concentration. Bref, tout ce qui permet d'optimiser, on va dire, son équilibre physique, mental et émotionnel. En gros, voilà comment je me présentais. Sinon, voilà, mariée, trois enfants aussi. Mais c'est vrai que, Trois en fait, enfants. tout à l'heure, tu parlais de perturbateurs endocriniens. J'ai plutôt j'ai une approche un petit peu différente dans le sens que moi, j'accompagne justement pour une vie au naturel, pour justement éviter de tomber dans tous ces perturbateurs-là. Donc, sans être atteinte d'une maladie, moi, je dis souvent, j'ai grandi avec un grand-père qui me soignait déjà avec des plantes. Donc, en fait, c'était juste une suite logique de mon enfance, quoi. Trop bien. Et Voilà. si on veut te trouver sur les réseaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, Isabelle Jondo, beaucoup plus simple. Vous me trouvez, voilà, avec super. plaisir. Avec, alors TikTok, je suis tout le temps. Ah Ça ouais? peut être, en fait, je poste pas exactement les mêmes contenus sur les trois plateformes. Ah oui. Donc, c'est assez intéressant. TikTok, je poste tout le temps, un petit peu plus. Mais le but est le même, vulgariser le côté scientifique, apporter des solutions, mais avec trois approches différentes. Donc, n'hésitez pas, ça peut être, vous pouvez peut-être trouver l'approche qui va vous correspondre. Trop bien. Merci beaucoup Super. pour cette introduction, Isabelle. Alors, on n'en serait pas là aussi aujourd'hui sans nos sponsors ou nos partenaires. On a comme partenaire, on a la chance d'avoir comme partenaire Envol, qui est une application de bien-être axée autour de la méditation, d'affirmation positive, de musique à fréquence. C'est vraiment une application très riche et elle a été fondée par une très bonne amie à moi qui a vécu aussi un parcours de santé un petit peu compliqué et elle a réussi à passer du fauteuil roulant à bah, être enceinte d'ailleurs aujourd'hui et pouvoir faire des vraies randonnées euh, grâce notamment à tout ce qui est affirmation positive et méditation. Donc on utilise beaucoup cette application. Vous avez un code promo BEAI d'ailleurs pour avoir un mois gratuit quand vous prenez la version payante. On a aussi comme partenaire Inlatera qui est un site où on peut retrouver beaucoup de produits qui nous permettent de nous connecter à la Terre. On a fait justement un webinaire avec le fondateur Sébastien Perrol. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube. Le webinaire s'appelle le grounding ou la mise à la terre, les intérêts pour les maladies auto-immunes. Et aussi Bae, qui sont des chaussures qui permettent aussi à la mise à la terre, qui ont une sorte de technologie conductrice qui nous permet, quand on marche avec nos chaussures, d'être toujours connecté à la terre et d'avoir cet échange d'ions positifs et négatifs qui nous permet d'échanger de l'énergie et de réguler l'inflammation. Voilà. Et pour nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et également sur LinkedIn désormais. Et si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez tout simplement scanner le QR code qui est présent sur votre écran. Voilà. Je vous laisse deux petites secondes pour scanner le QR code si vous en avez envie. Sinon, je vous mettrai le lien dans le chat. Et donc, dans ce webinaire où on va vous parler des perturbateurs endocriniens, Isabelle, elle va tout d'abord voilà, vous commencer avec une partie introductive, parce que c'est important déjà de vous expliquer ce que sont les perturbateurs endocriniens, les définir. On va également vous expliquer, enfin Isabelle va également vous expliquer le lien entre les perturbateurs endocriniens et les maladies auto-immunes, et aussi, c'est important, comment réduire l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. Et Isabelle, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci. Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi j'ai plutôt une approche où justement j'évite tous ces perturbateurs endocriniens. C'est vrai que j'ai pas précisé au départ, mais pourquoi j'ai eu cette approche? Parce que j'ai mes trois enfants qui ont des problèmes de peau, donc moi compris, et que à un moment donné, on en arrive à commencer à lire des étiquettes, à se dire mais c'est pas possible. C'est bizarre, elle avait rien, et puis d'un coup, j'ai changé quelque chose dans sa routine, et d'un coup, elle a des plaques, elle a des machins, et petit à petit, on réduit la routine de son bébé, de soi, et du coup, tout ça pour vous dire qu'effectivement, dans notre environnement au quotidien, en fait,
on regorge, mais vraiment de substances, de produits qui ont cette possibilité de venir déséquilibrer nos hormones, tout simplement. Et si ça déséquilibre nos hormones, forcément, il y a un impact sur les maladies auto-immunes et autre chose également, hein, comme je vous dis, hein, les problèmes de peau également. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? C'est des substances chimiques, comme je vous dis, qui sont justement capables de venir dérégler votre système hormonal. On les retrouve dans tout. C'est simple, c'est vraiment partout, partout, partout. Cosmétiques, alimentaires, textiles, plastique, voitures, bref, ils nous entourent, malheureusement. Et forcément, ça a un impact, hein, puisque qui dit dérèglement hormonal va forcément impacter notre immunité, impacter tout le côté inflammatoire. On entend souvent maintenant de plus en plus parler de régime ou d'alimentation anti-inflammatoire. Ça également, c'est un bon point. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est tout un chapitre, mais c'est une bonne solution également. Et bien sûr, ces substances, comme je vous dis, hein, si ça impacte l'immunité, si ça impacte le côté inflammatoire, ça va forcément impacter notre microbiote. On parle également de microbiote, hein, très important, le deuxième cerveau. On y pensait. Moi, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu parlais d'intestin, Laura. Je me suis dit, ah, Mm. ça y est, on y pense également. Et bien sûr, tout ce qui est également hormones thyroïdiennes. Trois éléments clés dans l'évolution de ces maladies. Je te laisse Mhm. avancer. Mais avant, histoire qu'on prenne conscience, j'avais un petit questionnaire. Je ne sais pas si vous pouvez répondre dans le chat ou juste même vous poser ces questions en fait dans votre tête. Est-ce que vous avez déjà fait attention aux perturbateurs endocriniens dans votre quotidien? Oui, je fais attention, je lis les étiquettes ou j'utilise une application, parce qu'on a cette chance-là également. J'essaye, mais je suis un petit peu perdue ou non, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas où les trouver. Et surtout, à votre avis, quel est le produit le plus problématique dans votre salle de bain? Parce qu'on en a forcément un. Et c'est souvent le produit le plus efficace même. Voilà. Il y a des Donc on personnes qui enlève tout ça. commentent dans le chat. Ouais, génial. Vous Ah, pouvez... génial. Ouais. Ouais, ouais, shampoing, oui, effectivement. Il y a de fortes chances. Le, Il y le a nos grands amis chlore, dans le chat. Donc, dentifrice, ouais, fluor. dentifrice aussi. Mm. Et vous allez voir, j'ai pris un exemple. Je suis vraiment allée à l'extrême pour qu'on comprenne, mais c'est un produit qu'on utilise tous les jours. Donc, on l'a forcément chez soi. L'exemple que j'ai pris pour vous montrer qu'il y a vraiment, même là où on s'y attend pas du tout, quoi. Vas-y. Je passe à la prochaine slide. Oui, on peut, oui. Savon à main. Alors, savon à main, ça va dépendre s'il est solide ou liquide. On va voir ça tout à l'heure également. Donc, ça dépend. Alors, définition des perturbateurs endocriniens, substances chimiques qui peuvent venir agir sur notre système hormonal, soit en imitant, soit en bloquant, soit en modifiant également l'action des hormones. Donc, imiter, on va prendre, donc, c'est des substances qui vont ressembler à nos hormones, qui vont venir tromper notre organisme. Exemple, le bisphénol, qui va venir mimer les oestrogènes. On retrouve également dans l'aromathérapie également, hein, alors, je ne vous dis pas que l'aromathérapie sont des perturbateurs endocriniens, justement. Mm. Mais ce n'est pas parce que ça mime les oestrogènes que c'est forcément un perturbateur endocrinien. Là, pour le coup, oui. Sinon, on peut avoir également une action en blocage, c'est-à-dire que c'est des substances qui vont venir empêcher les hormones qu'on a naturellement d'agir correctement, notamment certains pesticides. On entend énormément hein, les pesticides à longueur de journée qui vont venir perturber certaines hormones. Dérégulation, là, on va avoir une production normale des hormones, mais qui vont anormales, pardon, et qui vont créer des déséquilibres. Et justement en cosmétique avec les fameux phtalates qui vont altérer notamment, par exemple, la testostérone. Pourquoi c'est un problème? Comme je vous ai dit, en fait, on agit, les perturbateurs endocriniens agissent sur tout, métabolisme, immunité. Qui dit immunité va engendrer forcément du stress, de la fatigue, de l'inflammation. C'est vraiment des effets en cascade.
un perturbateur va avoir énormément de conséquences au quotidien, dans votre quotidien. Alors, imaginez en plus quand on en a Mm. plusieurs cascades. Et justement, quand c'est dans le cadre des maladies auto-immunes, c'est jamais, on dit, en plus quand je partage mon histoire, je dis tout le temps du jour au lendemain, je me suis retrouvée au lit. Mais en réalité, c'est vraiment une cascade de choses qui se mettent en place, de dérèglements, de dysfonctionnements. Et donc, ça peut partir d'un surplus de certains produits chimiques, certains perturbateurs endocriniens qui vont déclencher cette cascade qui va affecter le métabolisme, qui va ensuite affecter le stress, qui va ensuite affecter l'immunité. Et c'est là qu'on se retrouve après à tomber dans la maladie, mais c'est après un enchaînement de cascades qui peut prendre des années. Exact. Et c'est pour ça que c'est souvent compliqué à faire le lien. Parce Mm. que justement, Mm. si vous allez voir le médecin parce qu'il vous êtes stressé, bon, ben, on va vous dire, bon, ben, déjà, dormez mieux, prenez des cachets, etc. Mais on ne va pas tout de suite voir que c'est parce que on est au contact de ces perturbateurs-là. C'est pour ça que je dis toujours, il faut apprendre à s'écouter, à s'observer aussi. C'est très important. Donc, dérèglement, et c'est ce qu'on disait, hein, dérèglement immunitaire et inflammatoire, on va donc avoir les maladies auto-immunes, il y en a énormément, Hashimoto, lupus, etc. Le système immunitaire qui attaque par ailleurs l'organisme, pathologie hormonodépendante également, perturbateurs qui peuvent, c'est ce qu'on disait aussi, venir déséquilibrer autre chose, l'hormone du stress, la thyroïde, le système immunitaire. C'est vraiment hop, 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 enchaînement de plusieurs choses. Vous pouvez en avoir qu'un seul. Vous pouvez tous les cumuler. Ça va dépendre après du taux d'exposition, je vais dire, à ces perturbateurs-là. Alors, Mm. quel est le lien du coup entre donc, les perturbateurs et les maladies auto-immunes? J'ai pris à chaque fois, j'ai pris trois exemples pour qu'on puisse bien comprendre. Thyroïde et maladies d'Hashimoto. Donc, vous allez avoir certains perturbateurs endocriniens, comme je disais, qui bloquent la production. Qu'est-ce que ça impacte? Fatigue accrue, parfois prise de poids, chute de cheveux. Euh, alors, brouillard mental, c'est vraiment le côté un petit peu... ça peut jouer sur l'humeur. Pris séparément, ça peut être quelque chose, prise de poids, on peut se dire, oui, bon, j'étais en vacances, j'ai peut-être exagéré, rien à voir. Fatigue accrue, oui, bon, je suis peut-être en période de stress, je dors mal, ça peut passer inaperçu. Mais si on prend le temps de s'observer, de regarder autour de soi, là, on va commencer à déceler justement ces dérèglements et voir qu'en fait, c'est un problème déjà de perturbateur et qu'en fait, c'est juste un dérèglement complet et non juste un symptôme pris séparément. Inflammation chronique, pareil, hein, les pesticides, je l'ai dit, les métaux lourds également qui vont déclencher une réaction inflammatoire excessive, aggravation de douleurs articulaires, raideur, poussée inflammatoire également. Microbiote et immunité. Ça passe souvent inaperçu, notamment parce que on est encore souvent, je trouve qu'on est encore un peu en retard en France au niveau de prendre soin de son microbiote. On y arrive petit à petit, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore correctement faites comme il faut. Donc, de nombreux perturbateurs endocriniens qui vont venir altérer l'équilibre, hein, du augmentation de la perméabilité intestinale, donc dérèglement du microbiote, qui justement va jouer également sur son immunité, fatigue, pareil, problème au niveau de la digestion également. Toujours cet enchaînement de plusieurs cascades, quoi. Mais à savoir, pour rajouter sur le microbiote, il y a aussi des bactéries qui ont pour but et pour rôle de détoxifier les œstrogènes. Donc, quand ça va venir altérer le microbiote, évidemment, ça va avoir tout un tas d'impacts sur la paroi intestinale, l'intestin poreux, on en parle souvent de ça, mais aussi sur la régulation hormonale et cette dominance d'œstrogènes, parce que il y a des bactéries qui vont sécréter certaines enzymes qui vont bloquer la détoxification des œstrogènes et qui vont faire que ça va recirculer. Et donc moi, je retrouve très souvent ça chez des personnes qui ont des règlements hormonaux. On va regarder, c'est le comment dire, euh, bêta-glucuronidase, je ne sais pas comment ça dit, bêta-glucuronidase, et qui est cette enzyme-là. Donc en fait, ça prend tout son sens. C'est pas uniquement un lien direct, c'est un lien aussi indirect qui va faire que ça va recirculer. Donc Exactement. ouais.
Alors, la partie que vous attendez forcément, hein, comment réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens? D'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens. Petit rappel, avant que je vous montre justement avec des exemples concrets. Et d'ailleurs, si vous avez le temps également, si vous voulez jouer le jeu en même temps, vous pouvez prendre un produit dans votre salle de bain, idéalement ce que j'appelle souvent un produit formulé. Donc, prenez une crème, un masque capillaire, bref, quelque chose qui aura beaucoup d'ingrédients. Si vous me prenez juste un tonique, on risque d'être sur une bonne composition. Prenez vraiment un produit où vous voyez que la liste, elle est longue comme ça, quoi. C'est plus intéressant, justement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est comme ça. En fait, moi, ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est d'être autonome sur la lecture de vos produits cosmétiques. Oui, je sais qu'il y a des applications, mais attention, je donnais l'exemple cette semaine en story. J'ai pris exactement le même produit, je l'ai scanné sur deux applications différentes. Sur une application, le produit avait, je crois, 10 sur 20. Sur l'autre application, il avait 16 sur 20, alors que c'était le même. Donc, c'est bien quand on débute d'avoir une application, mais c'est encore mieux d'être autonome. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est très simple, la lecture en tout cas, les basiques, vraiment d'être autonome sur comment lire la liste des ingrédients. Donc, ce qu'on appelle Linky, hein, c'est vraiment la langue internationale pour la composition. Généralement, vous allez le trouver soit sur le packaging, soit sur le surplus, pas de souci. Première chose importante, en cosmétique, les ingrédients sont classés par ordre décroissant, donc du plus important au moins important. Je m'explique. Si votre crème est hydratante, le premier ingrédient, c'est censé être de l'eau. Donc, à quoi? Puisque c'est celui qui contient, si vous avez vraiment une crème hydratante, et normalement même, ça devrait même être eau glycérine, pour être vraiment sur un produit bien hydratant. Donc l'eau, plus important, et ensuite glycérine. Ensuite, vous allez avoir une cascade de produits. Ensuite, il faut savoir qu'en dessous de 100, les fabricants n'ont plus l'obligation de les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire vers la fin. Vous voyez? Ce qui veut dire que votre produit qui va être, je ne sais pas, je vous donne un exemple, à base d'avocat ou voilà, une magnifique pub à base de mangue ou autre, mais que vous regardez, la mangue ou l'avocat est vers la fin, je vous garantis qu'il n'y a quasiment pas d'avocat ni de mangue dans votre produit. Donc, vous n'allez pas avoir les propriétés ni de l'avocat ni de la mangue. Et dernier point, quand vous regardez votre formule, généralement, les 4, 5, 6 premiers produits représentent 80% de la formule. Faites vraiment le test et vous allez voir. Tout le reste, et c'est ce que je vais vous détailler, on va être sur ce que j'appelle du facultatif, les agents touchés, les colorants, les fragrances, etc., etc. Mais les 6 premiers, vous avez les produits les plus importants et du coup les produits ayant les propriétés les plus importantes dans votre produit. Comme je vous disais, qu'est-ce que vous allez retrouver? De l'eau. Autre point important, tout ce qui est extraits végétaux, c'est en latin. Vous n'avez pas besoin de savoir lire le latin, mais ceci vous indique que vous êtes sur un produit naturel. Donc ça aussi, ça peut vous indiquer, ça peut vous aider. Si on vous dit beurre de karité, c'est censé être en latin, votre beurre de karité. Si vous voyez autre chose, non, vous n'êtes plus, vous êtes sur un beurre de karité transformé. Donc, vous voyez les petites astuces comme ça. Pareil, les huiles végétales aussi, ça peut être du oil en anglais, mais vous allez avoir toujours cette mention-là. N'hésitez pas, maintenant, on a ChatGPT, on a Google. Voilà, vous pouvez vite fait taper. C'est beaucoup plus simple. Vous prenez le nom et vous tapez, ça vous donne tout de suite l'huile végétale, la traduction. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait du latin ou autre chose. Les alcools également, alcool dénaturé. Parfois, je tombe sur des produits où on me dit produit hydratant, on me met de l'eau, le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. Et ensuite, on met de la glycérine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'alcool que de glycérine dans votre produit. Je ne vois pas comment il peut être ultra hydratant, même si l'eau est le premier ingrédient, mais l'alcool passe avant la glycérine. Donc, potentiellement, au niveau hydratation, il y a mieux déjà. Ensuite, vous allez avoir les conservateurs. Les conservateurs naturels, c'est souvent de l'acide salicylique.
c'est Salix nigra. Si vous le voyez, généralement, on le retrouve et à force de le lire, on sait que c'est un conservateur. Mais s'il est à la fin, c'est un conservateur. S'il est au début, il a d'autres propriétés. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. Ensuite, on peut passer. Donc, les parfums, c'est ce que je vous disais, hein, tout ce qui est parfum, fragrance, c'est généralement à la fin. Si vous voyez au début, dans les 5, 6 premiers ingrédients, selon ce que vous avez, si c'est un parfum, oui, c'est normal qu'il soit au début. Mais si vous êtes sur une crème ou quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de parfums peut-être que de propriétés par rapport à votre produit. Et comme je vous disais, hein, les ingrédients naturels, les huiles minérales, attention aux huiles minérales, c'est tout ce qui va être paraffine, mineral oil, pétrolatum, ça vous le voyez tout de suite. Là, on est sur des huiles minérales, on n'est pas sur des huiles végétales. Grosse J'ai différence. j'ai une question, moi. Quand il est dans la partie parfum, est-ce qu'il Mm. y a une différence entre quand c'est un parfum à base, par exemple, d'huiles essentielles, ou un parfum naturel, et un parfum synthétique? Est-ce qu'il y a une différence sur l'étiquette? Alors, souvent, quand c'est à base d'huile essentielle, on va lister les molécules. Souvent, vous avez linalol, eugénol, citral. Mm. Ça, et c'est souvent pour ça que certaines applications vous mettent tout de suite une mauvaise note parce que ce sont des produits allergisants. Alors que, voilà, ça Mhm. dépend si vous avez des problèmes d'allergie avec des huiles essentielles. C'est pas forcément un mauvais produit. C'est pour ça que je vous dis attention à certaines applications. Donc là, vous allez être effectivement, ça vous indique qu'il y a des huiles essentielles et potentiellement qui vont parfumer également votre produit. Même si les huiles essentielles, comme je disais, hein, ont des propriétés aussi. Alors que si vous êtes sur du synthétique, c'est souvent marqué fragrance. Vous voyez, fragrance, parfum. Et là, on est souvent sur du synthétique. Ok. Donc, les huiles minérales, ça, on a vu également. Les silicones, les fameux silicones, vous allez voir du coup comment les reconnaître. Alors, c'est ça qui est bien souvent en cosmétique, c'est que chaque catégorie a ses terminaisons. Donc, on les reconnaît vite. C'est pour ça que je vous dis, il y a pas forcément, on n'est pas forcément besoin de savoir ce que c'est le diméthicone. Mais le simple fait de voir on, vous savez que c'est un silicone, puisque tous les silicones se terminent par on, an. Et là, vous dites, là, on m'a dit non, silicone, bien que c'est bon pour la peau, mais c'est pas bon euh, au niveau perturbateur endocrinien. C'est ce qu'on va voir. Les émulsifiants, pour vous expliquer, c'est ce qu'on met dans une crème pour pouvoir mélanger de l'eau et de l'huile, puisque l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, on met des émulsifiants. C'est ça, les alcools, vous allez avoir des méthyl, propyl, caprylique, etc. Dès que vous voyez des méthyl, propyl, quelque chose avec de l'alcool, on est souvent sur des émulsifiants. Là, il en faut. Dans tous les cas, si vous voulez me faire une émulsion, il vous faut des émulsifiants. Donc ça, attention à ne pas confondre alcool cétylique avec de l'alcool dénaturé qu'on a vu tout à l'heure. Deux choses différentes aussi. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à se tourner vers des choses hydratantes plutôt à base d'huile au lieu de à base d'eau? J'imagine que tu Exactement. vas en finir. C'est l'une de mes solutions, justement. Ok, je me tais. Euh, Pareil, les polymères. Polymères, dès que vous voyez PEG, toutes les abréviations qu'on a l'habitude de voir, et il y en a plein, les polymères, c'est comme les silicones, donc on évite. Mais toujours des longs un peu à rallonge, là, PEG, PPG, mais vraiment des longs kilométriques. Là, vous savez que non, on est sur des polymères. Celle d'aluminium, ça, vous le savez, tout ce qui est antitranspirant, à éviter également, hein. Et puis, enfin, les fameux tensioactifs, sodium, laurite, sulfate, etc. Ça, on en a dans les shampoings. Qu'est-ce qu'un tensioactif? Le tensioactif, c'est ce qui permet de mousser. C'est un agent de détergent, ça lave, mais c'est également dans tous vos produits moussants. Si vous avez un produit moussant chez vous, vous avez des tensioactifs. Après, il y a des bons tensioactifs, enfin des bons, on va dire, ceux potentiellement qu'on peut utiliser en cosmétique bio, et il y a ceux à éviter. Tous les laurides sulfate, là, vous les oubliez tout de suite. C'est pas ce qu'il faut, justement. Et enfin, voilà, tout ce qui est donc les conservateurs, comme je disais, attention aux conservateurs polémiques, le DTA que je vous ai mis à la fin, par exemple, les parabènes, nos amis les parabènes, assez simple, ça se termine toujours par parabènes, quelque chose, là vous êtes sûr aussi, hein, on évite au maximum tout ce qui est parabènes, et je vous parlais tout à l'heure des alcools,
L'alcool est autorisé parce qu'il y a il y a une fonction hein, pour l'alcool aussi. Et notamment, même dans du bio, vous pouvez avoir de l'alcool aussi. Donc, et à ne pas confondre avec les émulsifiants. Je crois qu'on est. Voilà. Et puis là, pareil, je vous ai cité plein d'autres qui sont toujours à bannir, toujours les noms. En fait, dès que vous voyez un nom, je dis souvent un nom, mais vraiment déjà illisible, j'en évite. Là, vous reposez le produit. Si déjà vous n'arrivez pas à le lire, le méthyl isothionyls, non, là, trop long. Hop, on pause. Il n'y a aucun produit naturel qui est aussi long et aussi compliqué à dire. Et en plus, souvent, ils sont sur toute une liste aussi. Après, voilà, les colorants, bon, bah, voilà, les rouges à lèvres et autres, on peut pas. Il y a des bons, il y a des colorants aussi naturels, etc. Les CI, là, vous prêtez un petit peu plus attention. Les parfums de synthèse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfum, fragrance ou pas aussi. Voilà. Au final, tout ce qui est suivi d'un numéro, parce que même les PEG, il y a des numéros. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit les longs, hyper longs. Vous allez avoir PEG, méthyl, idyl, propyl, gna, gna. Voilà, ça on oublie. Mm. Alors là, c'est écrit en tout petit, mais j'aime bien donner aussi cet exemple. Donc, on est sur un fond de teint, oui, un fond de teint couvrant. En premier ingrédient, on va avoir de l'eau, donc c'est bien. Mais après, vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que tout en bas, vous voyez jus de feuilles d'aloe vera. Donc là, on se dit, très intéressant, ça doit être hydratant. Mais regardez où se trouve le jus d'aloe vera. Il est vraiment tout. Je ne sais pas si vous le voyez avec, je ne sais pas si tu À peux, la fin. tu arrives à le voir. Et tout en bas, vous voyez, juice, voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire que votre aloe vera, il ne va pas venir hydrater votre peau. Il est vraiment tout en bas. Par contre, ça peut Mm. être un argument de la marque pour vous dire à base d'aloe vera, fond de teint ultra hydratant, alors que juste avant, vous allez avoir énormément donc émollients, des agents de contrôle, de viscosité. Donc tout ça, c'est des agents de texture. Mais vous voyez les noms? Polyglycérosy, poly, nanana, at, hop. Et la glycérine, vous voyez où se trouve la glycérine? La glycérine qui est, si on arrive à compter, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neuvième ingrédient. Donc, pareil, vous avez quand même deux agents hydratants qui sont à la neuvième et, entre guillemets, à l'avant-dernière position. Donc, niveau hydratation, on a mieux. Ça ne va pas être le fond de teint le plus hydratant. Potentiellement, il sera hyper couvrant, il sera ce que vous voulez, mais niveau hydratation, il ne sera pas hydratant. Et niveau composition, également, il y a mieux. Donc, c'est comme ça que vous devez regarder vos produits. Ce que je veux que vous reteniez, c'est on regarde les cinq six premiers ingrédients. Si dans les cinq six premiers ingrédients, il y a trop de noms qu'on n'arrive pas à lire, potentiellement, vous êtes sur un produit contenant des perturbateurs endocriniens. Voilà. Et ne vous faites pas avoir avec le joli packaging et la jolie photo. Ça, c'est hyper important. Eh bien oui. Alors, là, je vous donne un exemple et vous allez bien voir. C'est la liste Key d'une crème solaire. On sait que la crème solaire est importante puisqu'il faut en mettre tous les jours. Et j'ai fait exprès de prendre ça comme exemple. Voilà les perturbateurs endocriniens que j'ai relistés. On a dit les phtalates avec tout ce qui est parfum synthétique, déodorant, crème. Idéalement, si vous aimez les crèmes, prenez des crèmes neutres. Je sais que c'est agréable d'avoir une odeur, mais prenez une crème neutre. On veut éviter tout ce qui, entre guillemets, ne sert à rien. Donc l'odeur, on enlève. Déodorant, pareil, prenez un truc neutre. Les parabènes, on a vu hein, des conservateurs, filtres UV. Et vous voyez, donc, dans la liste Inky, on a quand même, donc je vous ai mis, les couleurs correspondent exactement aux mêmes. Hein. Donc, silicone, vous en avez un, 2, 3, 4. Vous avez le phénol C éthanol qui est là, un conservateur, qui est quand même là aussi. Vous avez tout ce qui est filtre chimique. Alors, il en faut, mais maintenant, il y a des meilleures crèmes solaires. Donc, dans ce produit, vous avez quand même un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perturbateurs endocriniens réunis dans un seul produit.
Mm. Et en plus, si vous regardez bien, est-ce que vous avez vu le premier ingrédient? Ce n'est même pas de l'eau, c'est du butane. Du butane, et vous allez voir, c'est les gaz quand on met dans les aérosols. Donc oui, de toute façon, il en faut. Mais préférez peut-être une crème qu'un spray Mhm. pour votre protection solaire. Ou encore mieux, une huile solaire. Voilà. Ou d'autres marques. Il y a plein de marques aussi qui font maintenant des crèmes solaires avec des meilleures compositions. Mais là, c'est ce que j'aime beaucoup cet exemple parce qu'à chaque fois, on aime souvent la facilité parce qu'on aime bien faire psh. Mm, mm. Et en fait, Alors, je il y a crois moins que d'eau. légalement, tu es censé citer trois marques, et puis c'est seulement si tu veux bien. Mais est-ce que tu as des marques de prédilection, des produits de prédilection, à savoir qu'il faudrait en citer trois en termes de crème solaire? Si tu te sens pas à l'aise à le faire, c'est pas un souci. Non, Les parce personnes pourront que nous envoyer un message et nous, on pourra partager en privé. non, alors je ne vais pas citer parce que je t'avouerai que chaque année, je re-regarde la Hmm, composition. Parce qu'elle change souvent la mhm. composition d'une année. Et c'est ce que j'allais dire aussi. Ce n'est pas parce qu'une année, vous avez pris une marque que l'année d'après, vous allez directement la prendre les yeux fermés. Wow. Souvent, les formules changent. Donc, regardez toujours les compositions. Mhm. Ok. Voilà. Et là, dans ce Après, il y a cas-là, celles qui changent. ça- non, excuse-moi, je Dis-moi. disais, dans ce cas-là, avec les crèmes solaires, on voit qu'il y a énormément de personnes, quand elles partent en vacances l'été, en fait, elles peuvent s'exposer très facilement, alors qu'elles cherchent à se protéger et que c'est C'est pas du ça. tout le cas. C'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, parce qu'à la base, la crème solaire est faite pour nous protéger. Alors, certes, ça va nous protéger des rayons UV, mais en fait, au niveau des perturbateurs endocriniens, au contraire, on est exposé quasiment au maximum, quoi. Oui. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça aussi. Ouais, je pense qu'il faut allier. Bah, c'est tout un sujet un petit peu différent et on pourrait presque faire un webinaire là-dessus, hein. Mais c'est vrai faut allier la logique de bah, quand on est au soleil aussi, il y a la chaleur, on va transpirer, on va avoir les pores qui vont s'ouvrir et donc forcément Mm. on va intégrer beaucoup plus de ces C'est produits ça. chimiques. Et donc, il faut peser les pour et les contre. Et en réalité, on se rend compte que on a toujours des taux de cancer de la peau, surtout aux États-Unis, c'est un gros fléau, mais on a des taux de Mm. cancer de la peau qui ne font qu'augmenter, et pourtant, on en a aussi des ventes de crème solaire qui ne font qu'augmenter. Donc, comme quoi, il n'y a Ouais. pas forcément les bienfaits de la crème solaire qui vont éviter les cancers, et il faut prendre en compte vraiment les choses dans la globalité, et plus la crème solaire est toxique, plus on va assimiler ces choses-là, ces toxines qui vont contribuer aussi à un dérèglement métabolique, un dérèglement du système immunitaire et notamment au cancer. Donc, il faut s'exposer au soleil de manière logique, s'exposer un petit peu tous les jours plutôt que de ne pas Mm. s'exposer du tout, partir en vacances, faire le poulet rôti au soleil Ouais. et puis du coup, bah, attraper des coups de soleil parce que c'est les coups de soleil qui vont être problématiques et qui vont être cancérigènes. C'est pas l'exposition au soleil C'est ça. quotidien. Et l'exposition au soleil Mm. est cruciale et très importante pour la sécrétion de la vitamine D, pour le cycle circadien. Donc, Exactement. Sachant en plus qu'on est naturellement sous-dosé en vitamine D, donc il faut ouais, s'exposer au soleil quand même, quoi. Ouais, ouais. sans crème solaire. C'est la crème solaire qui va bloquer les UVB qui vont participer à cette stimulation de de la vitamine D. Donc, et c'est délicat. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, Isabelle, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation d'une crème ou d'une huile végétale naturelle, hein, pure, qui est intéressante pour, en remplacement de la crème solaire, si ça existe? Alors, en remplacement total de la crème solaire, non. Parce que, alors, c'est connu, il y a des huiles végétales qui ont des indices de protection, mais malheureusement, les études encore ne sont pas encore assez poussées et on ne peut pas dire telle huile aura un indice 50. Ça aide, Mm. mais pour l'instant, on ne peut pas encore dire que ça remplace la crème solaire. Mais on a l'huile de Karanja qui est top. On a l'huile végétale, il faut que je précise bien parce qu'il y a des huiles essentielles aussi. L'huile végétale de Karanja qui est top. L'huile végétale de framboise, c'est souvent cette huile, si vous regardez bien, dans les huiles pour cheveux, huile de plage, huile d'été, il y a beaucoup de l'huile végétale de framboise, justement, parce qu'elle a cet indice de protection aussi. Voilà, c'est souvent les deux huiles que j'ai en tête, mais j'insiste vraiment, ça ne remplace pas pour le moment la crème solaire.
mettez encore Mhm. la crème solaire, quoi. Et d'ailleurs, je le partage parce que j'ai vu ça dernièrement, je suis repartie à La Réunion. Et à Madagascar, les femmes malgaches, ce qu'elles mettent sur leur visage, c'est des mélanges de plantes et de boue pour justement se protéger du soleil. Et ça leur rend la peau vraiment magnifique. Ouais, oui, oui. Il y a ça aussi au Cameroun aussi. Elles font, comme tu dis, de la boue, un peu comme si c'était de l'argile pour se protéger la peau aussi. Mm. Exactement. Bon, après, je pense pas que en vacances en Méditerranée, on verra des gens faire ça, mais on partage l'astuce au cas où. Alors justement, qu'est-ce qu'une routine sans perturbateur endocrinien? Première chose, remplacez tout ce qui est crème industrielle. Alors, si vous avez la folie ou la passion de fabriquer vos propres produits, c'est encore bien, mais j'entends qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément la passion pour le faire. Mais si vous arrivez à faire vos propres crèmes classiques, et on n'est plus que sur de la crème solaire, c'est encore mieux. Parce que comme je vous ai dit, une crème, il n'y a pas besoin de grand-chose. De l'eau, de l'huile, un émulsifiant. Il y a des émulsifiants naturels. Exemple, la cire d'abeille. Il y en a d'autres, hein. La cire d'abeille, ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'un émulsifiant. Vous mélangez et un conservateur. Vous voyez, normalement, dans votre crème, c'est 4 ingrédients. Après le webinaire, je vous laisse aller compter le nombre d'ingrédients dans vos crèmes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que 4. Donc, soit vous fabriquez vos propres produits, soit vous basculez sur des huiles végétales, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent. Moi, j'ai une grande passion pour les huiles végétales. Et la nature étant bien faite, une peau, des huiles végétales pour tout type de peau, y compris les peaux mixtes à grasse. J'entends souvent, oui, mais j'ai la peau mixte à grasse, je ne peux pas mettre d'huile végétale. Pas du tout. Vous avez l'huile de jojoba qui est magnifique, qui est parfaitement adaptée. L'huile de noisette, l'huile de pépins de raisin. Pour les peaux sèches, l'huile d'avocat, le germe de blé. Attention, germe de blé, c'est vraiment peau sèche parce que c'est une huile qui est comédogène. Donc, potentiellement, si vous avez les peaux mixtes à grasse, elle peut vous donner des boutons. Mais si vous avez une peau sèche, elle est parfaite. Et je Peau tiens à sensible, préciser, pardon, juste pour le germe de blé aussi, je tiens à préciser si vous suivez, alors si vous êtes hypersensible au gluten ou allergique, notamment de par un diagnostic cœliaque, mais aussi juste en ayant fait des tests, et ou si vous suivez l'élimination, la phase d'élimination du protocole AIP, à éviter le germe de blé, même si c'est que sur la peau. C'est juste dans ces cas-là, dans ces cas particuliers. très bien. Peau sensible, toutes les huiles, je dis souvent, c'est toutes les huiles qui commencent par CA. Calendula, caméline, cartame. Vous les prenez toutes si vous avez la peau sensible. Petite particularité, l'huile de chanvre. Il y a le H, mais vous voyez, il y a quand même le CA. Donc, si vous avez une peau sensible, vous prenez n'importe quelle huile en CA, ça va très bien. Peau mature, la rose musquée, l'argan également. Ensuite, deuxième option, optez, tout à l'heure, je parlais de tonique, optez pour des hydrolats à la place des toniques. Qu'est-ce qu'un hydrolat? Quand on fait la distillation d'une plante, je vous ai parlé tout à l'heure des huiles essentielles, la distillation d'une plante, on obtient deux produits. L'huile essentielle en petite quantité et l'hydrolat en grande quantité. C'est comme de l'eau, mais que du coup, vous allez pouvoir utiliser comme tonique et en plus 100% pur, si vous regardez la composition. Et là, je vous ai mis toujours des exemples par rapport à votre type de peau. Le maquillage, il y a de plus en plus de marques bio maintenant, minérales, sans nanoparticules. Également, prenez le temps, ça tient de plus en plus. En plus, au départ, c'était compliqué, mais vraiment, il y a de bonnes marques maintenant qui tiennent bien. Déodorant, dentifrice, on dit adieu à tout ce qui est sel d'aluminium, tricloxane. Il y a vraiment énormément de solutions naturelles aussi pour tout ce qui est déodorant et dentifrice. Pareil, il y a des marques aussi hein, qui existent, n'hésitez pas, et qui sont top. Question pour les hydrolats, est-ce que tu te fais tes mélanges aussi ou tu préfères rester sur un hydrolat en particulier? Alors, je ne mélange pas les hydrolats, mais je tourne. En fait, dès qu'il y en a un Ok, qui finit, j'en prends un autre. ok. Donc on peut les garder vraiment en produit unique et Oui. ensuite, ouais. On Ok. peut mélanger aussi, hein, mais plutôt team flemme, on va dire. Ok. Parce que moi j'aime bien mélanger mes huiles, mais j'ai jamais pensé à mélanger les hydrolats. Euh, On on peut peut. totalement. Ouais. Par contre, je les mélange en détox, en interne, parce que certains hydrolats peuvent se boire.
Ah, Mm. d'accord, Ouais. Ouais. Et là, je les mélange. d'accord. Voilà. Et je tiens à Ok. partager parce que j'ai eu le cas dernièrement avec une consultante que j'ai accompagnée qui, elle, utilisait plein de sérums. Alors, elle a dans la cinquantaine, plein de sérums anti-âge. Et en fait, et elle voulait même se faire des injections au Botox parce qu'elle trouvait qu'elle avait la peau tombante. Donc, je lui ai dit, écoutez, essayez l'huile végétale de rose musquée du Chili avec un bon gua sha. Et en fait, elle l'a Hmm. essayé, elle m'a dit, mais c'est magique. Vraiment, c'est magique. Et ça, elle l'a acheté, ça coûte quoi? Même pas 5 euros, on va dire, un petit pot. Et ça remplace son sérum qu'elle achetait hyper cher et ça a vraiment des effets intéressants. Oui, ouais. Vous avez Rose Musqué ou la figue de Barbarie. Elle est un petit peu plus chère, la figue de Barbarie, Mhm. je ne vais pas vous mentir. Mais effectivement, il y a d'excellentes huiles végétales qui remplacent des sérums, hein. Même pour de la vitamine C, vous en avez un. Vous avez la carotte, vous avez tomate, vous avez de Mm. l'argousier. J'adore l'argousier d'ailleurs. Donc, il y a énormément Mhm. de choses. Ok. Et il y en a qui sont photosensibles par contre. Il y en a, il faut faire attention justement au soleil. Alors, en huile essentielle, oui, effectivement, notamment au niveau des agrumes, tout ce qui est citron et autres. Mais de toute façon, les huiles essentielles, on les applique jamais pures. Après, Mhm. en huile végétale, non, j'ai pas d'huile végétale qui me vienne en tête photosensible, Pas la, à ma connaissance. la calendule, comment ça s'appelle? Calendula? Non. Calendula? Non? Ah non, non, parce que c'est une que je mets sur mon fils depuis... Oula, oui, non. Au contraire, Ok. même, c'est celle qu'on conseille si vous Les avez des enfants, coups de non? soleil. Bah, Euh, ok. Et justement, moi, je me la vous mets le avez... soir et je l'utilise pas le matin. J'ai deux différentes petites concoctions et je me la mets le soir, celle-là, parce que j'avais lu, mais bon, moi, j'ai pas les certifications que tu as, donc c'est pour ça que je te demande. Mais il me semblait que c'était que le soir, la calendula. Non, parce que moi, je la conseille, coup de soleil, gel d'aloe vera et calendula pour le côté apaisant, Ah, justement. ok. Ça marche. Le gel d'aloe vera au frais et après, huile de calendula, mais alors ça vous... Je ne vais pas citer de marque, mais vous avez voilà, la fameuse crème avec un B, là. Voilà. Ouais. Ou alors l'aloe vera, t'as ta plante chez toi, c'est hyper facile. Tu te coupes un petit bout de ta Exactement. plante et puis tu. Mm. Ouais. Ouais. Ok, trop chouette. Ensuite, dans l'alimentation, parce que comme je vous disais, hein, moi je fais vraiment et l'alimentation et les produits cosmétiques. Pareil, des petites astuces comme ça, plastique, ben, prenez des contenants en verre également. Pesticides, vous avez toujours fruits et légumes. Pensez à bien nettoyer, enfin, à bien les laver. Vos fruits et légumes aussi, très important. Les additifs alimentaires, les E, les machins, il y a une fameuse pub où ils vous disent ça se plante ça. Donc, parce qu'effectivement, en fait, la personne regarde la composition de son produit et ne voit que des E, des E, des E et aucun ingrédient naturel. Donc, pareil, charcuterie, plat industriel, éviter au maximum. Je sais que c'est pas forcément évident, mais le fait soi-même sera toujours meilleur que ce que vous avez acheté. Clairement, dans l'alimentation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. C'est ce que je disais, hein, privilégier le fait maison. Il y a énormément de choses. Il y a des robots maintenant qui vous font tout. Donc, même si vous ne savez pas cuisiner, vous prenez un robot, il va tout vous faire comme il faut. C'est toujours mieux. Le verre, l'inox, favoriser les aliments riches en antioxydants. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'alimentation anti-inflammatoire, hein, le curcuma, les fruits rouges. Ça, c'est bon pour la santé aussi. N'hésitez pas, le gingembre, d'autres épices. Boire beaucoup d'eau. On a tendance à l'oublier, mais ça aide à éliminer. Eau, tisane, pas de gazeux, hein, parce que souvent on me dit oui, mais je bois du coca. Non. Tout ce qui est gazeux, c'est pas de l'eau. On boit de l'eau ou des infusions. Euh, Pourquoi pas même dans votre infusion rajouter des plantes qui vont vous aider justement à éliminer hein, le romarin, le pissenlit. Favoriser pareil tout ce qui est drainant, les asperges, les artichauts, le citron. Pas trop de citron non plus, hein, doucement avec le citron, ça peut être aussi irritant. Mais vous avez énormément d'astuces comme ça pour bien manger et en même temps, ça agit et de l'intérieur et de l'extérieur. Le romarin, pareil, donc ça détoxifie, mais au niveau des points noirs aussi, c'est pas mal. Donc, vous voyez, on pense aussi à Interne plusieurs ou à fonctions. appliquer, tu veux dire pour les points noirs à appliquer en...
avec la Alors, les potence? deux, soit en hydrolat, parce qu'il y a Ah, l'hydrolat de romarin, soit également en tisane détox, parce que quand on détoxifie la peau étant un émontoire, forcément, ça va se hmm, voir aussi. Donc, en fait, on élimine. Donc, les deux. d'accord, merci. Tout ce qui est produits ménagers aussi, hein, lessive, spray désinfectant, attention à certaines bougies parfumées, ça sent bon, mais regardez la composition. Textile, c'est ce que je vous disais. Pensez notamment, petite astuce toute bête, en fait, quand vous achetez vos vêtements, vous les lavez avant de les porter. On a tendance à être un petit peu trop pressé, on le met tout de suite et on y va. Non, pensez à les laver, ça aide. Voilà, c'est déjà un bon point. Les meubles, vernis, colle, retardateur, en fait, il y a énormément. Pour les produits ménagers, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser, hein, le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon noir. C'est naturel, c'est tout aussi efficace. Donc, et ça se trouve maintenant de plus en plus partout, hein. Aérer de temps en temps, c'est bien de renouveler l'air aussi dans la maison. Le coton aussi, c'est une bonne chose. Voilà. On peut aussi investir si on habite en ville ou dans des endroits assez pollués, ou même si bon, on a eu des soucis de potentiel de moisissure ou de genre de choses à la maison, on peut investir dans des filtres EPA, des filtres à air. Exactement, tout à fait. Ça peut être utile aussi. Ce que je veux que vous reteniez, 3 points. Donc, du coup, pour les perturbateurs endocriniens, beauté, alimentation, maison. Beauté, je vous ai dit, de manière générale, même le mot d'ordre, c'est on évite tout ce qui est industriel. On va aller sur des alternatives naturelles. L'alimentation, on va au maximum cuisiner soi-même. Et pareil pour les produits ménagers, on va penser à utiliser tout ce qui est 100% naturel. Ce n'est pas évident. Je ne vous demande pas dès ce soir d'aller tout jeter. Clairement, on ne va pas se mentir. Mais allez-y petit à petit. Et en fait, progressivement, vous allez voir que vous basculez totalement sur un rythme de vie, une alimentation avec le moins de perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, il faut juste vous dire que on fait des petits pas. On ne change pas tout parce que ça va être compliqué, on va se décourager. Mais allez, aujourd'hui, on se dit, OK, je supprime ça, je supprime ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir que forcément, vous allez sentir une amélioration interne et externe aussi. Voilà, au niveau de votre santé et du bien-être. Super. Bah, merci beaucoup avant de vous présenter le reste. Merci Isabelle, c'était hyper intéressant et puis super complet. J'imagine il doit y avoir des questions, mais peut-être que si vous n'avez pas le temps, parce qu'on est déjà arrivé à l'heure, mais j'avais une question au début, je vais essayer de la retrouver. Si vous avez des questions, on a le temps d'en prendre peut-être une ou deux maintenant. Je ne sais pas si Isabelle, tu as le temps de rester encore quelques petites minutes. Oui, oui, Ok, oui. trop bien. Euh, On Ah avait oui, une première question sur la mycothérapie, justement. Donc, Laurent, je vais te laisser y ouais. répondre vu que tu es formée à ça. Ouais. C'est est-ce que la mycothérapie, reishi, cordyceps et champignons du soleil sont efficaces pour moduler le système immunitaire? Sur Internet, on dit qu'ils sont immunostimulants et franchir le pas de les utiliser est difficile. Ouais. Alors oui, c'est délicat. Il y a des études qui montrent qu'elles sont que certains champignons ou la plupart sont quand même immunostimulants. Donc il faut évaluer au cas par cas. Il peut y avoir quand même, il faut toujours peser les pour et les contre. Il peut y avoir des instants ou des cas, notamment avec la crinière de lion, qui peut être extrêmement efficace pour tout ce qui est neurologique avec une CEP ou avec le NMO ou ce genre de choses. Là, ça vaut quand même le coup et moi, c'est quelque chose que j'utilise quasiment systématiquement. Mais il faut toujours surveiller. Et s'il n'y a pas d'amélioration ou au contraire, eh ben, c'est la première chose qu'on va enlever et qu'on va retirer. Ça peut avoir son intérêt et puis on va aussi avoir des différences entre les dosages. Donc dans les études, plus les dosages sont élevés, plus il peut y avoir cet effet stimulant. Donc on va peut-être privilégier des plus petits dosages au départ et puis voir comment on se sent. Mais chaque champignon aussi a son intérêt, donc il faut toujours peser les pour et les contre par champignon. Voilà. Merci. Et du coup, les prochaines questions, elles seront pour Isabelle.
On a une question. L'huile d'amande douce, est-ce que c'est bien? Oui, 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 l'huile d'amande douce, c'est une bonne huile. C'est d'ailleurs celle qu'on met souvent pour les bébés, pour les croûtes de lait aussi. Donc, pas de Hmm, souci, vous pouvez y aller avec l'huile d'amande douce. super. On a également une question, où trouver tous ces hydrolats et huiles végétales? Si tu veux pas préciser de marque, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller suivre Isabelle sur Instagram, sur son compte Instagram, et vous pourrez lui demander directement, elle pourra vous partager des marques, je pense. Oui. À Sinon, savoir en que, pharmacie aussi, vous en trouvez maintenant. ouais. Et nous, avec Anaïs, on va travailler sur toute une partie de nos produits préférés où on va vous donner des marques, nos marques de prédilection, nos marques préférées, nos produits conseillés. Donc, ça va venir là dans les prochaines semaines ou prochains mois. Vous pourrez trouver ça sur notre site. Ouais. Et même pour les hydrolats, regardez bien la composition, hein. Certaines marques sont un petit peu malines parce qu'elles coupent l'hydrolat avec autre chose. Un Hmm. hydrolat pur, vous avez un seul ingrédient, c'est le nom de la plante. Et rien Mm. d'autre. Ça Voilà. n'a pas la même odeur non plus. Oui, exactement. Oui, mais certaines sont malines. J'ai pas encore sorti la vidéo, mais j'ai vu deux, trois trucs où des petits filous. Ah ouais, j'ai hâte. Pourriez-vous me conseiller un dentifrice sans fluor? Alors, souvent, le dentifrice sans fluor implique soit de faire soi-même, parce qu'il y a énormément de poudres que vous pouvez utiliser. Quand je dis faire soi-même, vous mélangez les poudres, vous avez votre dentifrice, hein. On n'est pas sur de la chimio ou quoi que ce soit. Vous avez les plus connus, bicarbonate de calcium, bicarbonate de soude, pardon, et le charbon. Mais attention, hyper abrasif. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir Mm. utiliser tous les jours. Donc, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Vous avez de l'argile blanche que vous pouvez utiliser. Vous avez le carbonate de calcium que vous pouvez utiliser. Un petit peu moins connu, vous avez la poudre de siwak. Et souvent, dans l'Ayurveda, rapprochez-vous un peu de l'Ayurveda, il y a beaucoup de poudres aussi qu'on peut utiliser pour justement se faire. Vous mélangez deux, trois poudres et vous avez votre dentifrice sans fluor, quoi. Hmm. Je connais pas Mm, c'est bien en exactement France, mais ce je que j'avais sais dit. qu'il y en a. Ah, pardon, Anaïs, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, parce que je connais pas bien les produits en France, mais je sais que Velleda, c'est une marque française et elle se trouve ici. Oui, Et je sais que eux, ils ont un dentifrice sans fluor. oui, Et aux États-Unis, ce qu'ils préconisent toujours, c'est le sans fluor, mais avec le xylitol, le xylitol. Ah oui. oui, ouais. C'est Voilà. ça, c'est le Ouais, xylitol, oui, voilà. exactement. Pareil. Donc moi, je cherche toujours, pour avoir quand même cet effet anti-carie qui reste important, Oui, je cherche oui. toujours un produit avec du xylitol, même pour les bébés, même pour mes filles, je Mhm. prends ça. Après, pour les J'utilise. adultes, il y a ce qu'on appelle aussi le bain de bouche avec de l'huile. Ouais, Ça, c'est pas mal, ça aussi. Mhm. ouais. Pensez-y. Au début, c'est bizarre, mais on s'habitue. Le gandouche, c'est justement, ça vient de la tradition ayurvédique. C'est des bains d'huile, soit à la... Alors, traditionnellement, c'est fait avec de l'huile de sésame, mais on peut utiliser de Oui, l'huile de coco. oui, Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je vois que j'ai des phases un peu inflammatoires. Et sinon, en parallèle, j'utilise le dentifrice que j'aime bien, c'est celui à l'argile de chez Cattier. Mm. J'avais essayé celui de chez Lida aussi. Et ouais, sinon, justement, je rebondis sur ce que tu disais. Il y a plein de dentifrices qui viennent de l'Ayurveda, qui sont oui, hyper chouettes et où les compositions mm, sont très très bien. Et on peut les retrouver ouais, en magasin bio sans problème. mm. Trop bien. Le Gandouche, ouais. Et on a une autre question pour toi, Isabelle. Pourriez-vous parler du savon à main liquide vs solide? Ah oui, c'est vrai en plus. Souvent, les savons solides sont des savons qui sont saponifiés à froid. Donc, en fait, la saponification, c'est un mélange d'huile végétale et de soude et on obtient le savon et de la glycérine. Comment les reconnaître? Généralement, quand vous l'utilisez, vous avez votre salle de bain qui est toute sale parce que c'est la glycérine avec le côté gras. Là, vous êtes sur des savons 100% naturels. Il faut vraiment que ça soit marqué savon saponifié à froid. Donc là, pas de tensioactif, pas de perturbateur endocrinien. Par contre, dans le savon liquide, je vous ai dit, ça mousse. Et pour que ça mousse, il y a des tensioactifs. Et c'est là que vous devez regarder la composition et regarder si on est sur des bons tensioactifs ou sur des mauvais tensioactifs. C'est ça la grosse différence. Après, j'entends qu'on aime bien la mousse, mais le savon saponifié à froid mousse quand même suffisamment
pour avoir ce côté sympa. Et maintenant, de temps en temps aussi, certaines marques aussi qui trichent utilisent des tensioactifs solides pour faire des savons solides. Donc, Mm. vérifiez bien, c'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment que ça soit marqué saponifié à froid. Si ce n'est pas marqué, vous êtes sur des tensioactifs solides. Et là encore, regardez si vous êtes sur des bons tensioactifs solides ou pas. Et quand c'est liquide, c'est forcément saponifié à chaud. Alors, le liquide, on est souvent 90%. C'est rare d'avoir de la saponification liquide, hein. La plupart du temps, on est sur mélange de détergent, donc de tensioactifs et de l'eau. C'est vraiment très... D'accord. Regardez peut-être les marques bio et autres qui vont bien le faire, mais les marques classiques, euh, ouais, c'est D'accord. Mais du, en c'est du fait, sodium lauryl-sulfate. ouais, ouais. Ouais, ouais, mais on est d'accord qu'il y a une manière traditionnelle de faire mais c'est très rare, mais de faire du savon liquide avec, à Oui, base d'huile, de souvent coco ou ce genre de choses. c'est Et ça. c'est genre, je sais pas si c'est une saponification à froid ou à chaud, mais ça, quand c'est fait de cette manière traditionnelle, normalement, ça mousse pas. Oui, en fait, ça mousse légèrement. On n'a pas Ouais, la grosse mousse ouais, qu'on a ok. avec les détergents. C'est très Mhm, léger. mhm. Oui, oui. Ok. Super. Bah, on a fait le tour des questions. Ouais. Merci beaucoup. C'était super clair, super intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On les partagera en story plus tard. Et maintenant, c'est à toi, Laura, de présenter nos e-books, justement. Oui, donc on a développé, on a sorti deux nouveaux e-books gratuits pour vous. Le premier, c'est la liste complète des maladies auto-immunes, parce que on s'est quand même rendu compte qu'on a très souvent des personnes qui nous contactent et qui nous disent, je sais pas si c'est une maladie auto-immune ou pas, mais j'ai des problèmes inflammatoires, est-ce que vous pouvez m'aider, ce genre de choses. Et je me rends compte, et même moi, c'était mon expérience quand j'ai été diagnostiquée de la spondylarthrite. Euh, et que j'ai déménagé aux US, c'est seulement là que j'ai appris que c'était une maladie auto-immune. Moi, ma rhumato m'a juste dit que c'était une maladie inflammatoire, mais elle m'avait absolument pas expliqué les principes de la maladie auto-immune. Et c'est une fois que je me suis plongée là-dedans que j'ai compris. Donc parfois, ça peut aider de comprendre ou de classifier, en tout cas, sa maladie et sa pathologie. Donc c'est basé sur beaucoup de littérature scientifique, surtout américaine. Donc il va y avoir des maladies, peut-être vous allez être surprise de les retrouver là-dedans, mais c'est toutes les maladies qui ont pour sûr une composante auto-immune ou en découverte de. Et le deuxième e-book qu'on a pour vous, ce sont les aliments du protocole AIP. Donc toute la composante alimentaire, parce qu'on sait que le protocole AIP, c'est 5 différents piliers, mais ici on va couvrir juste la composante alimentaire. Et on vous a mis les aliments à inclure et à éviter, parce qu'on ne veut pas que se focaliser sur tout ce qui est à éviter, même s'il y en a beaucoup. Il faut aussi se focaliser sur ce qu'il y a à inclure. Donc on vous a mis ça pour vous faciliter la tâche. Voilà. Et donc vous pouvez scanner ce QR code pour télécharger notre e-book. Voilà. On vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup à Isabelle aussi de Merci ton beaucoup. intervention. C'était super intéressant, Ouais. très clair, et je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Mm. C'est le but. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.